aujourd'hui. C'est une ville de 12 500 habitants, bien connue par les Alsaciens, mais surtout prisée par les touristes, quelle que soit la période de l'année. Dans notre histoire aujourd'hui, la ville d'Obernai. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Célia. Alors vous êtes président de l'association Art et Patrimoine d'Obernai. Oui. Et ici, là, on se retrouve sur les remparts. C'est vrai que c'est un circuit plutôt sympa pour les balades, mais ça a aussi une vraie histoire. Tout à fait. Donc on est devant les anciennes fortifications d'Obernai. Aujourd'hui, c'est une très belle promenade qu'on peut faire. Et l'histoire d'Obernai commence notamment avec ces remparts. Ce sont les monuments, un des monuments les plus anciens d'Obernai. Ils ont été construits vers la fin du XIIIe siècle, lorsque la ville, lorsqu'Obernai a accédé au rang de ville impériale. Donc l'empereur autorise la ville à fortifier et à construire des enceintes. Ces fortifications avaient une fonction défensive jusqu'au XVe, XVIe siècle. Par la suite, et notamment après 1648, ces fortifications n'ont plus de fonction défensive. Il y avait des gens qui montaient là sur les tours qu'on aperçoit? Alors oui, très certainement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un double rempart. Il y a une première enceinte qu'on voit, c'est celle qu'on voit avec les ici. tours, oui. Et puis la deuxième enceinte à l'extérieur. Ah Le oui. tout fait... Du côté du parking, là, en fait. Voilà, c'est ça ce sont les murs que vous voyez encore là. Et donc ces remparts font à peu près 1,4 km de pourtour de la ville. Et toute l'activité d'Obernai se passait donc intramuros. Donc les remparts, finalement, ils entourent toute la ville d'Obernai ou qu'une partie? Ils entourent toute la ville, puisqu'au Moyen-Âge, on cherche aussi la sécurité. Et donc toute l'activité se déroule à l'intérieur. Et il y a combien de tours alors, comme celle-ci? Alors on a inventorié à peu près une quarantaine de tours. Pour les deux remparts, plus encore les tours-portes, puisqu'il n'y avait que 4 accès à la ville. Il y avait un accès depuis Strasbourg, Célestat, une porte près de l'église, et puis une porte supérieure. À chaque fois 2 tours. Donc c'était un système défensif quand même très impressionnant au Moyen-Âge. Donc avec l'évolution aussi de l'artillerie, la fonction défensive des remparts n'aura plus lieu d'être. Et ils seront conservés. Ils sont super bien conservés d'ailleurs. Ils sont conservés tant bien que mal. Ils vont être privatisés aussi par les riverains qui vont aménager aussi des jardins dans les douves, puisqu'il faut savoir aussi que les douves pouvaient être immergées d'eau. Voilà. Grâce à la rivière qu'on a détournée pour compléter le système défensif. Et un mot, Jean-Louis, vous, sur votre association, donc, qui est Association Art et Patrimoine d'Obernai. J'ai vu que c'est vous qui avez créé des petits circuits aussi historiques. C'est un peu ça le rôle de votre association? Tout à fait. Alors avec la ville d'Obernai, on a créé le parcours historique. On a inauguré il y a une vingtaine d'années. Et notre association a été fondée il y a 45 ans à l'occasion de la restauration de la galerie du Capitole, qui était une opération très importante de sensibilisation pour les Auvergnats et nos visiteurs. Et tous les ans, on organise aussi les journées du patrimoine. Et on contribue bien sûr à la restauration d'autres monuments. On va continuer notre petite balade. Oui. Et puis on va prendre ensuite la direction de la place du marché pour aller voir les autres monuments. Oui. Jean-Louis, ça y est, on est de retour dans le centre-ville d'Obernai. Quels sont les grands monuments ici qu'on peut voir dans cette ville? Alors donc là, on se trouve sur la place du marché, qui est une place qui existait déjà au Moyen-Âge. C'est un peu le cœur d'Obernai. Il faut savoir que par exemple, dès 1300, la ville d'Obernai a le droit de tenir un marché le jeudi, qui se tient toujours le jeudi. Voilà. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, donc on a notre marché le jeudi matin. Et le marché de Noël aussi qui se tient ici? Alors marché de Noël, mais ça il est beaucoup plus récent. Ouais. C'est aussi un grand événement dans la vie de la cité. En fait, sur la place du marché, on a plusieurs monuments. On a devant nous la halle au blé. Et derrière nous, on a l'hôtel de ville et le monument emblématique d'Obernai, à savoir le Capelturm, le beffroi d'Obernai. Et on a aussi une très belle fontaine qui est beaucoup plus récente, qui date de 1904, qui est une fontaine qui est la fontaine Sainte-Odile,
qui rappelle que selon la légende, Sainte-Odile serait née à Aubernais. Et cette fontaine est également, donc elle est récente, elle date de 1904, en style néo-renaissance, et elle a été installée pour couronner d'une certaine façon les travaux d'adduction d'eau, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1892, les Aubernois, pour s'alimenter en eau, devaient tirer l'eau des puits. Il y en avait à peu près une trentaine à Aubernais. Ok, très bien. On va commencer par l'hôtel de ville? On va aller à l'hôtel de ville. Allez, c'est parti. Donc là, Jean-Louis, on rentre dans le bureau du maire, c'est ça? Oui. Alors, allons-y. Ah ouais, c'est impressionnant. Le maire qui, d'ailleurs, nous a gentiment libéré son bureau, parce que normalement, c'est bien ici Tout à qu'il fait, travaille, c'est le cabinet du maire. Depuis une cinquantaine d'années. Vous avez devant vous, enfin, vous avez sous les yeux une très belle décoration de l'époque Renaissance. Et en fait, c'est l'ancienne salle de justice de la ville d'Aubernais. Donc l'hôtel de ville a subi plusieurs transformations au fil des siècles, mais on a tenu, notamment pendant les travaux d'agrandissement et de transformation au 19e siècle, on a vraiment tenu à préserver ce patrimoine qui est remarquable. Donc cette salle de justice, en fait, comporte d'une part un socle en marqueterie très ouvragé, et puis sur la partie supérieure, vous avez des fresques, enfin des dessins. On se croirait dans un musée, c'est ce que j'allais dire. Oui, un musée. Oui. En fait, ce sont des tableaux qui représentent les 10 commandements. Comme on est dans une salle de justice, en fait, la justice humaine doit s'inspirer en fait de la justice divine. Donc, il y a les 10 commandements qui sont représentés avec des passages donc de l'Ancien Testament. D'ailleurs, là, vous avez Moïse qui présente les 10 commandements, et vous avez la date aussi de réalisation de ces peintures, donc de 1610. Et ça remonte à quelle année? 1610 du coup alors? Oui, 1610, qui ont été réalisées par deux artistes de Célestat. On a un très beau décor floral aussi. Lors de la restauration de cette salle en 1980, on a aussi mis à jour une décoration plus ancienne encore. Vous voyez ce personnage-là qui est à côté de ce vase, de ce bouquet de fleurs. Donc là, c'est une décoration encore plus ancienne. Il y a cette statuette aussi, on peut dire. Enfin, alors ça, c'est un poêle en faïence, de la faïencerie de Sarreguemines. Il est beaucoup plus récent puisqu'il date de la fin du 19e siècle. Et alors ce bureau, il est fermé habituellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le visiter en temps normal, c'est ça? Alors habituellement, il est fermé, ou alors il faut demander une audience auprès du maire, mais nous ouvrons la salle de justice pendant les journées du patrimoine, et il y a toujours beaucoup de monde qui vient visiter cette salle, qui est vraiment remarquable. On est là vraiment à l'époque de la Renaissance. Et puis il y a quelques particularités aussi, alors on ne va pas évoquer toutes les scènes du commandement, mais on a là une représentation qui est très intéressante. Alors, en fait, cette peinture est très intéressante parce que on nous montre en fait à quoi pouvait ressembler un intérieur à l'époque de la Renaissance. Et les portes aussi, d'ailleurs, sont d'époque au final, c'est ça? Alors cette porte, elle est aussi d'époque, et vous voyez que c'est une porte, en fait, c'est une porte blindée, en fait, puisque de l'autre côté se trouvait, en fait, le trésor de la ville, en fait, tous les objets précieux, même les réserves qu'on avait en argent, étaient entreposés de l'autre côté. C'est pour ça que ça fait porte de coffre-fort un peu. Ça fait porte de coffre-fort qui est très, très ouvragé, avec 3 coquilles Saint-Jacques. Et de l'autre côté, vous avez le mécanisme qui est visible. Et donc, on a trois verrous, en fait, qu'on peut actionner avec une seule clé. Jean-Louis, ça y est, on est tout en haut du beffroi, 60 mètres de hauteur. Ici, on a une très belle vue, vous le verrez sur toute la ville d'Aubernais et même le mont Sainte-Odile. Mais qu'est-ce que c'est que donc le beffroi? Alors le beffroi, donc on l'appelle aussi le Capelturm, donc c'est la tour de la chapelle. Et en fait, cette tour avait 3 fonctions. C'est avant tout un clocher. Le clocher d'une église dédiée à la Vierge, qui était située à l'intérieur de la ville, intramuros, puisque l'église paroissiale se situait à l'extérieur. Donc en cas de conflit,
quand on ne pouvait pas se rendre à la messe à l'église paroissiale, on avait quand même un lieu de culte intramuros. Donc c'est un clocher avec des cloches. Il y a encore 5 cloches, dont les plus anciennes datent du XVe siècle. Et puis c'est aussi un beffroi, c'est-à-dire qui indique l'heure, puisqu'il y avait une horloge. Et on a vu l'horloge du 19e siècle, l'horloge Schwilge, mais il y avait déjà des horloges antérieurement. Et puis c'est surtout une tour de guet. Tour de guet, c'est stratégique pour une ville. On a visité déjà les remparts, et donc il était important que de jour comme de nuit, il y ait une équipe de 2 personnes qui surveillent tout ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur et qu'à l'intérieur de la ville. Les risques d'incendie n'étaient pas à négliger, donc c'était vraiment les guetteurs des veilleurs, on dit. Des veilleurs, ouais. les guetteurs du Capitourme, qui étaient toujours 2, donc ils étaient installés dans cette pièce. Ils s'ennuyaient pas trop, ces Alors, ils avaient certainement déjà des jeux de société de leur époque, et alors quand ils s'ennuyaient, ils n'hésitaient pas aussi à décorer ce local, puisqu'on a bon nombre de graffitis, on a des initiales, des gravures, des millésimes. Là, vous avez un petit dessin qui représente peut-être Obernai, avec une tour. On voit bien le toit avec les tuiles. Là également, peut-être l'église avec un clocher. Donc, ils passaient leur temps comme ils pouvaient. Mais ils devaient toujours être vigilants. Donc, on leur demandait de sonner l'heure à chaque heure. Et ils étaient également équipés d'une trompe en bronze où ils devaient sonner aussi c'était aussi le signe qu'ils étaient réveillés, qu'ils ne s'étaient pas endormis. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de monter ici tout au-dessus. Enfin, c'est très rare. Vous, ça faisait 20 ans. Vous m'avez dit que vous étiez plus monté ici, mais à l'époque, ils montaient souvent. Enfin, comment ça se passait Alors, quand le Capitourme exerçait encore cette fonction de tour de guet, alors ça a perduré jusqu'au 19e siècle. Hein. Donc, on y montait quotidiennement. Et puis, à partir du 19e, du 20e siècle, le beffroi est toujours en activité par rapport à l'horloge. Il donne toujours l'heure aux Aubernois. Et puis, c'est le monument phare d'Aubernai. En fait, c'est l'emblème de la ville, puisqu'il est remarquable dans la mesure où, disons, au niveau de la construction, on a tout d'abord une base en grès rose. On a 4 étages qui datent de la fin du XIIIe siècle. Et puis, à l'époque de la Renaissance, qui est vraiment l'âge d'or d'Aubernai, la ville est très prospère grâce à l'activité viticole. On cultive beaucoup la vigne et puis un artisanat très diversifié. Donc la ville est très prospère et c'est vraiment au XVe, XVIe siècle que la ville va construire ses plus beaux monuments. Et donc on va couronner cette tour d'une galerie en grès jaune avec la galerie et puis ses échauguettes qu'on va voir maintenant. Et on va les voir justement, on va sortir dehors pour jeter un coup d'œil. Et il y avait aussi une petite épée, il me semble, une inscription d'une petite épée. Oui, alors ça c'était tout en bas, quand on redescendra. Je vous montrerai, donc gravé dans la pierre, on a la mesure de la dague qu'on pouvait porter. Alors tous les habitants ne portaient pas une épée, hein, il n'y avait que les gens qui avaient un certain rang, qui pouvaient porter une épée, et cette épée ne devait pas dépasser la mesure de la dague qui est gravée dans la pierre. D'accord. Et puis il y a aussi l'aune, qui est donc une ancienne mesure, c'est un mètre étalon dont on se servait, notamment les marchands d'étoffes, pour mesurer la marchandise. Donc là, on voit très bien effectivement la place du marché. Voilà, donc là, on a la place du marché, avec la halle au blé, qui était donc à l'origine, c'est une ancienne boucherie. Donc le monument tel que vous le voyez, il a été construit en 1554. Et donc c'était aussi le grenier d'abondance pour la ville. Et la ville avait aussi le monopole de la vente du sel. Et donc cette activité, la vente de sel, se faisait également ici. Et il y a l'église, juste là aussi qu'on aperçoit. Alors l'église, elle est plus contemporaine, puisque l'église Saint-Pierre et Paul a été construite juste à la veille de la guerre de 1870. Au XIXe siècle, il y a beaucoup de transformations à Aubernai.
Il y a notamment l'hôtel de ville qui est transformé, qui est agrandi. Et les Aubernois souhaitent une église plus grande, plus vaste que celle dont ils disposent, qui était une église de style gothique et qui se trouvait au même emplacement, mais orientée est-ouest. Alors il y a tout un débat au XIXe siècle par rapport à la construction de cet édifice pour savoir comment on va l'orienter. Parce que notre église, en fait, elle n'est pas orientée est-ouest comme elle devrait l'être, enfin, quand c'est possible, les églises, quand c'est possible, elles sont orientées dans ce sens, mais elle est orientée dans l'autre sens, tout simplement parce que l'architecte et le maire aussi de l'époque ont trouvé que ce serait beaucoup plus esthétique d'avoir la façade principale de l'église qui fait face à l'hôtel de ville. Donc c'est une église en style néo-gothique. Qui est quand même très grande, elle a un peu une allure de cathédrale et souvent les touristes quand ils se promènent, ils se disent « Ah, la belle cathédrale ». En fait c'est une église paroissiale, donc l'église Saint-Pierre et Paul, qui est en style néo-gothique et qui a été achevé, le gros œuvre a été achevé au moment de la guerre de 1870. Il faudra attendre après la guerre pour que l'église soit complètement aménagée à l'intérieur. Et justement, une église qui possède un très bel orgue, et on va aller voir cet orgue. Bon Jean-Louis, avant de vous abandonner et de rentrer dans l'église pour voir ce fameux orgue, on s'arrête forcément devant ce puits qui intrigue. Il est immense, il a été créé quand? Oui, alors c'est un très grand puits de style Renaissance. Il a été construit en 1579. Donc c'est un puits qui est remarquable, je pense qu'il est unique en Alsace. On l'appelle le puits à 6 seaux puisqu'il y a 3 poulies auxquelles on peut actionner donc 2 fois 3 seaux. Donc c'est le puits à 6 seaux. Et donc à la base, vous avez la margelle en grès. Vous avez 3 colonnes avec des chapitres corinthiens. Et puis au sommet, vous avez un baldaquin octogonal. Et vous avez aussi des cartouches en vieil allemand qui évoquent certains passages de la Bible, notamment la rencontre du Christ, de Jésus avec la Samaritaine auprès du puits de Jacob. Et puis, donc, c'est une très belle décoration. Alors, il faut savoir que ce puits, il a été fortement endommagé en 1972. Un camion qui l'a carrément détruit. Ah oui. Et il a été reconstruit en 2 ans. Il a pu être remis en place. Donc, c'est plus forcément l'original là qu'on voit, c'est ça? Il y a des pierres, on voit que ce sont des pierres anciennes, là. Et puis des pierres plus récentes, donc, qui sont suite à la restauration. Et il servait à quoi alors ce puits? Quelle était sa fonction? fonction? C'est un puits public, donc les Aubernois pouvaient s'alimenter en eau dans ce puits. Il y en avait bien sûr encore d'autres. On inventorie à peu près 30 à 35 puits qui fonctionnaient. Ça pouvait être des puits publics ou alors des puits privés, puisque certains Aubernois, certains bourgeois plus aisés avaient également leur propre puits. Et peut-être un mot, Jean-Louis, donc cette activité, les puits vont fonctionner jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1893, date à laquelle on crée le réseau d'adduction d'eau courante. Un mot aussi sur le statut de la ville. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la ville qui avait à l'époque, il y a plusieurs siècles évidemment, un statut très particulier, c'est ça? Oui, alors en fait, donc, à l'origine, l'histoire d'Aubernais est liée au couvent du Mauenbourg. Et très vite, notamment sous les Hohenstaufen, la ville va en quelque sorte s'émanciper de cette tutelle. Elle va obtenir des droits de l'empereur. Le droit notamment, on a déjà évoqué, de construire des remparts. Et par la suite, Aubernais fera aussi partie de cette alliance des 10 villes, donc qu'on appelle aujourd'hui appelée la décapole. Donc ce sont 10 villes d'Alsace qui passent entre elles un traité d'assistance mutuelle en cas de conflit. Donc cette décapole va fonctionner pendant 2 siècles. Sur le papier, elle sera dissoute au moment de la Révolution, mais ce statut montre bien qu'Aubernais avait sa propre législation, son propre commerce. Il gouvernait tout seul, en fait. Aubernais avait le droit de lever l'impôt, de réglementer aussi toutes les activités commerciales et civiles. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Bonjour Roland. Bonjour Célia. On se trouve ici dans l'église Saint-Pierre et Paul d'Aubernais, mais surtout on a un étage un peu spécial, celui de l'orgue, parce que vous êtes président de l'association des Amis de l'orgue Merklin d'Aubernais. Alors expliquez-nous déjà peut-être son historique. C'est vrai que c'est très impressionnant à voir ici de tout près en vrai. Alors, déjà, l'histoire des orgues à Aubernais est longue. Le premier orgue a été posé au XVe siècle dans une église précédente. Il y a eu un autre instrument qui a été posé en 1713 dans l'ancienne église, dont le beffroi est conservé, là où sont présentes les cloches. Et à un moment donné, à la fin du 19e siècle, l'église a été démolie pour reconstruire celle-ci. Il fallait un orgue. L'ancien orgue étant jugé trop vétuste et trop ancien, pas suffisamment moderne, il a été décidé de construire cet instrument. Alors, pour la construction de cet instrument, qui a débuté vers les années 1870, nous étions en période allemande. Ici, à Aubernais, on voulait d'un facteur français. Un facteur d'orgue français, on voulait d'un orgue français. Alors qu'on était sous occupation allemande, c'est ça? Exactement. Et du coup, on s'est adressé d'abord à... Enfin, on a mis en concurrence 4 facteurs d'orgue. Aristide Cavaillé-Coll de Paris, Joseph Merklin, qui avait des ateliers à Paris et Lyon, Heinrich Kuhlen, qui avait des ateliers récemment installés à Strasbourg, qui est un facteur d'orgue allemand, et aux frères Stolz, facteur français aussi. Après un certain nombre de tractations, c'est Joseph Merklin qui a été choisi pour réaliser cet instrument, qui a été donc inauguré en 1882, le 6 mars 1882 pour être précis. Et Joseph Merklin qui avait des origines allemandes, c'est ça? Un peu le paradoxe. Alors c'est justement un petit peu tout ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on voulait un facteur d'orgue français, mais on a pris un facteur d'orgue originaire d'Allemagne, de Grafhausen, qui est à peut-être 40 km d'ici, juste de l'autre côté du Rhin, à la hauteur de Sélestat. Il a été naturalisé français en 1875. Et donc cet instrument a été posé ici en 1881-82, inauguré en 82. C'est un instrument d'une certaine taille. Combien? Alors il a 37 jeux réels, 43 jeux, 43 séries de tuyaux, dont 37 réels, 3 claviers, un pédalier. C'est déjà un instrument d'une taille confortable, à l'image de l'église. Dans une esthétique vraiment bien française. Alors justement, comment ça fonctionne un orgue, peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui finalement ne savent pas comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, l'orgue, il se voit. Oui. Il y a le buffet. Le buffet, c'est le meuble. C'est ça, le meuble. D'accord. C'est le meuble. Très bien. Okay. Le buffet, c'est le meuble. Ok. Qui abrite toute la partie technique. Oui. La partie technique est sonore. Évidemment, qui dit sonore dit le son. C'est un bout de la chaîne, c'est ce qu'on entend, c'est ce que les sens peuvent capter. Ce qu'on peut voir aussi, un autre sens, c'est l'organiste qui joue. Il joue ici à la console. Il se met là, du coup, sur ce petit banc? C'est ça. Il se met sur le banc. C'est la console. Et donc, c'est le cockpit. C'est là qu'on joue l'orgue. Ici, 3 claviers, un pédalier, un certain nombre de tyrans qui vont sélectionner les séries de tuyaux qu'on va faire parler. C'est un peu comme un cuisinier qui mélange un peu de sel, un peu de poivre, un peu de ci, un peu de ça. Il fait sa cuisine. Ou un chef d'orchestre qui dit, toi, à la trompette. Parce que là, je joue à basson au bois, je joue à trompette, voix humaine, cornet, flûte, flageolet, violoncelle. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui lui dit, toi, maintenant, la trompette, tu joues. Toi, le basson au bois, tu te tais. Donc on manie, on peut varier les timbres, on peut varier les intensités. Pour en finir avec la technique, on a le cockpit où on joue. Le résultat, on l'entend. Entre les deux, il y a toute une technologie. L'information que l'organiste envoie en appuyant sur les claviers est transmise par, ici, toute une tringlerie mécanique, on verra tout à l'heure. Ces informations, ce sont vraiment des tringles qui bougent, jusqu'à des pièces qu'on appelle les sommiers. Les sommiers, c'est des pièces qui vont répartir le vent. C'est un instrument à vent. Qui vont répartir le vent aux différents tuyaux en fonction des notes jouées et des tirettes qu'on a tirées ou pas, des instruments qu'on a sélectionnés, des séries de tuyaux qu'on décide de faire parler. Et après, les tuyaux parlent avec du vent qui au préalable aura été créé par ici 2 ventilateurs.
stocké et régulé par, ici, 4 réservoirs et mis à disposition des sommiers. Donc, on joue, l'information est transmise au sommier, les sommiers répartissent le vent qui a été créé en parallèle. Bah, je suis très curieuse d'entendre l'orgue fonctionner. Peut-être qu'on va finir avec ça. Oui, Vous pouvez nous volontiers. montrer un peu comment ça marche, comme ça on va écouter. Et on termine cet épisode à la Halle au Blé, cette ancienne boucherie construite au XVIe siècle dont on vous a parlé précédemment. Et puis voilà, en espérant que vous avez bien découvert la ville d'Aubernais, ou plutôt redécouvert aussi ces coins un petit peu cachés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode dans notre histoire. À bientôt.